Voilà, donc on signale à toutes les personnes qui sont sur cette conférence que ce sera enregistré. Donc si vous parlez, euh, ça restera enregistré. Donc, comme disait Romain, le but de mon stage, c'était de découvrir le paquet, la librairie MNE, voir ce qui était possible de faire avec, savoir si on pouvait l'utiliser avec les données dont on disposait et ouais, déterminer ce qu'on pouvait faire et pas faire avec cette librairie. Donc cette présentation se veut être un peu un récapitulatif de tout ce qu'on a fait au cours des 3 derniers mois. Donc tout d'abord, on va bien évidemment vous présenter les outils qu'on a utilisés. Euh, alors il y a des outils qui sont la librairie MNE telle qu'elle, donc c'est évidemment le sujet principal de la présentation, mais également des outils, comme vous voyez, GitHub, qui ne sont pas intrinsèquement liés à la librairie, mais qui permettent de l'utiliser correctement. Suite à cette présentation, on vous fera une petite démonstration de ce qu'on est arrivé à produire, voir un peu ce qu'il est possible de faire avec le paquet dans le cadre de la FNIRS. Et il y aura enfin une partie sur la valorisation du dépôt Git qu'on a créé avec Romain, qui regroupe donc tous les utilitaires et les scripts qu'on a développés pour traiter les données dont on disposait. Et une petite partie en bonus pour les personnes que ça intéressera pour l'automatisation du pré-traitement de données, donc tout ce qui va être stockage, renommage et nettoyage des données quand il y a besoin. Alors on a du son, je ne sais pas qui a son son activé, c'est bon. Merci. Tout d'abord, il convient de présenter ce que c'est que Python. Alors, Python, c'est un langage de programmation et un interpréteur, c'est-à-dire un programme qui va lire les scripts qu'on écrit et qui va les interpréter pour bien faire ce qu'on lui demande de faire. C'est un langage qui est donc très adapté à l'écriture de scripts, donc c'est-à-dire une succession de commandes plus ou moins basiques pour faire ce que l'on a envie de faire. Et c'est un langage qui est de plus en plus populaire au sein de la communauté scientifique en général et même dans le monde du développement, puisqu'il présente plusieurs avantages par rapport à d'autres langages et d'autres technologies, notamment le fait qu'il est très facile de comprendre comment utiliser ce langage, comment écrire des programmes avec. Il est également très puissant. En fait, il y a quasiment aucune limite aux utilisations du langage. Il peut être utilisé pour faire du web, pour faire des jeux vidéo, pour faire des applications en tout genre. On le voit ici pour faire, on le verra, pour faire du traitement de données médicales. Il sert également à faire de l'administration système dans le cadre d'un réseau d'ordinateurs ou quoi. Donc voilà, c'est un langage qui est très puissant, qui permet de faire énormément de choses. Et ça vient notamment du fait aussi que, puisqu'il est très facile d'accès et complètement libre, en fait, il y a énormément d'organisations ou même de personnes qui proposent des librairies, c'est-à-dire comme ce qu'on va vous proposer nous tout à l'heure, un ensemble de fonctions déjà écrites et de fonctionnalités déjà implémentées dans le langage qui permettent de simplifier le travail d'autres utilisateurs ou utilisatrices, notamment, par exemple, il y a des librairies qui concernent la production de graphiques ou pour faire du calcul matriciel, ou dans notre cas, donc le traitement de données médicales avec la librairie MNE. Et enfin, un dernier aspect qui est plutôt important, c'est que c'est un langage qui est complètement gratuit en fait. À la différence de technologies comme MATLAB par exemple qui demandent d'acheter des licences auprès des entreprises qui développent le langage, ici c'est complètement gratuit et l'accès est total. On a accès complètement à tout le code source en fait, donc ça permet d'une part d'éviter de payer des licences et de ne pas avoir de problème de toolbox comme on a pu avoir avec Romain au début de mon stage. Et également, ça permet aux personnes qui le désirent de comprendre exactement ce qui se passe avec leurs données, comment elles sont traitées,
et quels calculs sont effectués. Donc ça, c'est pour la partie Python. Ici, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'outil MNE. Pour la petite histoire, c'est une librairie qui a été créée en décembre 2010 à l'INRIA par Alexandre Gramfort, qui est encore l'un des membres les plus importants du projet, qui le chapeaute encore. Et comme disait Romain, qui a été destiné au départ au traitement de données EEG et MEG. Et il se trouve que du coup, suite au développement de la librairie et sa prise de l'ajout de fonctionnalités, il est désormais utilisé au sein de grandes institutions comme l'INRIA, le CEA en France, mais également le MIT ou Harvard aux États-Unis, et même en fait dans le cadre d'entreprises ou d'institutions publiques qui ne font pas de la recherche à proprement parler, comme par exemple le Massachusetts General Hospital, qui utilise donc la librairie pour le traitement de ces données neurophysiologiques. Et donc, depuis septembre 2019, il y a une partie dédiée à l'avenir, ce qui a été implémenté au sein de la librairie, donc qui est encore activement maintenue. Et donc se poser la question avec Romain de savoir ce qui était possible de faire avec, dans la mesure où c'est un projet qui est très actif, donc qui est mis à jour quasi quotidiennement. Et donc, on voulait savoir si il pouvait être intéressant de dédier du temps à la découverte de cette librairie pour peut-être continuer à l'utiliser dans un futur plus ou moins proche. Et donc, comme pour Python, présente l'avantage d'être entièrement gratuit et entièrement ouvert, ce qui permet une fois de plus d'avoir une connaissance complète de ce qui se passe, d'avoir une connaissance complète du traitement des données de toute la chaîne de traitement. Et donc, comme je vous le disais, il y a également des outils qui sont un peu secondaires dans l'utilisation de la librairie MNE. Donc, c'est le cas de GitHub, qui est en fait une plateforme web, c'est un site internet qui se propose d'héberger et de gérer les projets, donc ce qu'on appelle des dépôts, de gérer les projets Git. Donc Git, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de gestion de version de code. En fait, il permet d'avoir un historique, de créer un historique de n'importe quel projet, et donc notamment de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir revenir en arrière et de faire un suivi des fonctionnalités et du contenu de ces projets. Une fois de plus, c'est un outil qui présente l'avantage d'être gratuit pour ses fonctionnalités les plus importantes. Donc par exemple, le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Romain, il est hébergé sur GitHub et on n'a pas eu besoin de payer quoi que ce soit pour ça. Après, dans le cadre de projets plus importants comme la librairie MNE, il y a certaines fonctionnalités qui deviennent payantes, mais qu'on n'abordera pas ici. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que l'utilisation, on va dire classique, de la plateforme est complètement gratuite. Et l'avantage d'utiliser une plateforme comme ça, qui est aussi connue dans le monde de la programmation, c'est qu'elle fournit des indicateurs du dynamisme et de l'activité d'un projet, notamment en termes de nombre de téléchargements, donc d'utilisateurs, d'utilisatrices, de personnes qui vont contribuer au projet, mais également de personnes qui vont se servir du projet comme d'une base et de proposer ce qu'on appelle un fork. Donc c'est une modification du projet initial pour coller au plus près des attentes et des besoins des personnes qui l'utilisent. Et enfin, pour la partie démonstration, et ce qu'on vous propose, la forme sous laquelle on vous proposera de conserver ce qu'on a produit, l'application Jupyter Notebook qui permet en fait de s'affranchir d'une installation locale et en fait d'utiliser des scripts par l'intermédiaire d'un serveur. Ce qui propose notamment de faire une programmation interactive comme on verra tout à l'heure, donc de dialoguer
en direct avec l'interpréteur. Et également, du coup, de pouvoir proposer une démonstration de ce qui est possible de faire avec ces scripts-là depuis, théoriquement, n'importe quel ordinateur, à partir du moment où vous avez accès au serveur. Donc, pour l'instant, ça va rester une solution interne, ce qui veut dire qu'il faudra être présent sur le site pour utiliser cette application, mais peut-être qu'à terme, en fonction de ce qui est possible de faire avec l'équipe technique et les personnes qui utiliseraient cette librairie, bah, peut-être de rendre ça accessible au public. Voilà, donc pour la partie présentation des outils. Maintenant, ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui, c'est de voir ce qu'il est possible de faire. Donc, comme vous le voyez, là, en fait, j'ai juste une fenêtre Firefox. Donc, je me suis juste connecté à un serveur. Alors là, il se trouve que c'est un serveur sur ma machine propre, mais ça marchera exactement de la même manière sur un serveur de Livestar. Et donc, le principe, c'est de diviser le code des scripts en diverses boîtes qui permettent et qui sont modifiables instantanément par l'utilisateur. Par exemple, si je veux si je veux écrire du code là-dessus, eh bien, j'ai juste à le faire et à exécuter la boîte et on verra ici qu'il me répond. Et si je veux juste changer ça, eh bien, je peux aussi. On voit que c'est modifié ici. Et voilà, donc ça permet de faire une modification instantanée et d'avoir un retour instantané de ce qui se passe dans le script. Donc, alors tout d'abord, on a besoin de ce que je vous disais tout à l'heure, de charger des outils qui ne sont pas prévus de base dans l'interpréteur. Donc, notamment tout ce qui va concerner la production de graphes et la lecture des fichiers de configuration, donc on reviendra dessus tout à l'heure. Et bien évidemment, la librairie MNE, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, et quelques petits outils qu'on a développés avec Romain, qui nous serviront et vous serviront peut-être par la suite. Une fois qu'on a du coup chargé les différentes librairies dont on avait besoin, on va pouvoir charger les fichiers de configuration, donc, ce dont je vous parlais, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et ensuite pouvoir passer au traitement en tant que tel des fichiers. Alors pour faire un topo rapide de ce qui va se passer. Alors pour l'instant, les traitements qu'on peut faire sur les données sont relativement simples. Alors je ne suis pas du tout expert de la chaîne de traitement des données FNIRS, mais ce qui se passe pour l'instant, c'est que d'abord les données sont chargées sous la forme de... Enfin, les données vont être chargées en mémoire et elles vont être d'abord converties en ce qu'ils appellent densité optique, puis filtrées, puis derrière converties en concentration d'hémoglobine. Donc tout d'abord ici, on va charger les données. Alors ça prend un petit peu de temps. Et une fois que ce sera bon, on pourra passer à la suite. Voilà. Et donc on a un premier graphe qui nous est proposé, qui du coup nous montre, alors je ne sais pas si ce sera utile, mais l'intensité brute, l'intensité optique brute des données, quoi, sans aucun traitement ni aucune conversion qui a été faite. Donc avec l'ensemble des canaux et les deux longueurs d'onde. Voilà, donc on voit, alors on a les canaux tels que proposés par Nirstar. Donc ils n'ont pas de numéro de 0 à 16. Ils sont nommés sous la forme du numéro de la source, du numéro du détecteur et de la longueur d'onde qui nous intéresse. Donc on voit ici que pour chaque canal, il y aura un graphe pour la longueur d'onde de 760 nanomètres et un autre pour la longueur d'onde de 850 nanomètres, qui sont les deux longueurs d'onde qui nous intéressent.
Du coup, ces graphes, normalement, sont interactifs. On peut se balader dans les données. Et vous voyez, il y a un petit bouton Help en bas. Juste ici. Là, pour pouvoir intégrer ça dans le notebook, et du coup faire le lien entre le code et les résultats, du coup, ça casse l'interactivité de la figure. Du coup, on ne pourra pas la montrer là, mais voilà, en temps normal, on peut naviguer dans ces données. Vous voyez en bas l'axe de temps Ici. complet et les triggers. Tout ce qui nous intéresse. Voilà, donc une fois les données chargées, parce qu'ici il n'y a aucun traitement qui a été fait, on les a juste affichées, on va pouvoir les convertir en densité optique, donc à l'aide de cette simple ligne de code, donc qui fait appel à une fonction pré-implémentée dans la librairie, que si vous en sentez l'envie, vous pourrez aller regarder exactement ce qui se passe avec vos données. Et encore une fois, pouvoir afficher le résultat, donc ici, le graphe de la densité optique des données qu'on a chargées. Ensuite, l'étape d'après, alors il ne me semble pas avoir vu ça dans la chaîne de traitement sous Homer 2, mais ils mettent à disposition un indicateur qui s'appelle le Scalp Coupling Index, qui en fait est un indicateur de la qualité des données. Avant du coup de traiter, de filtrer les données, et notamment de filtrer les comment ça s'appelle les bruits physiologiques parasites tels que les battements du cœur ou la respiration. Donc avant de filtrer ces parasites-là, en fait, on va s'en servir pour vérifier leur force dans chaque canal par rapport aux autres et ainsi voir, donc calculer un coefficient de corrélation et donc ainsi voir quelle est la force de ces signaux physiologiques dans chaque canal, la comparer aux autres et du coup déterminer à quel point les sources et les détecteurs étaient proches du crâne et donc entre guillemets connectés au crâne du sujet. Voilà. Pendant la partie acquisition, en général, les fournisseurs ils recommandent souvent de vérifier qu'on a la présence du cardiaque dans les données qu'on observe. Et du coup, cet indicateur, c'est le pendant de ça. On s'assure qu'on détecte bien quelque chose de régulier et qui est donc le cardiaque dans les données. Et si sur un canal, on le trouve moins que sur les autres, du coup, cet indicateur va être plus faible et ça traduira normalement que le couplage optique sur ce canal est moins bon que sur les autres. Voilà, probablement un canal sur lequel la donnée sera de moins bonne qualité. Voilà, et donc il y a eu un papier là-dessus de messieurs Polonini et autres en 2014 qui du coup décrivait l'utilisation de cet indicateur et d'ailleurs il y a une faute. Et donc sur la base de ce papier, donc ces chercheurs préconisaient d'avoir un indice supérieur à 0,75 pour avoir ce qu'ils appelaient un canal de bonne qualité. Donc nous, on s'est basé là-dessus également pour faire nos filtrages, enfin déterminer quel canaux était utilisable ou non. Donc une fois de plus, on pourra créer un graphique, des graphiques qui représentent cette donnée-là. Alors ici, ce graphique nous montre le nombre de canaux en fonction de la valeur de cet indice. Donc on voit par exemple qu'il n'y a aucun canal en dessous de 0,6 et qu'il y en a 4, du coup qu'il y en a quelques-uns entre 0,6 et 0,8 et qu'il y en a de plus en plus une fois qu'on se rapproche de 1, ce qui est plutôt une bonne nouvelle vis-à-vis des données. Et du coup nous montre qu'on pourra, même s'il y a certains canaux qu'on va devoir supprimer, donc tout cela, on a quand même une bonne partie qui seront utilisables puisqu'il y en a quand même une douzaine qui sont quasiment à 1, ce qui est une très bonne nouvelle.
Voilà, donc une fois qu'on a sélectionné les canaux qui nous intéressaient et ceux qui ne nous intéressaient pas, on va pouvoir passer au filtrage fréquentiel. Donc c'est le seul filtrage qui est proposé actuellement par la librairie, qui est en fait juste un filtrage passe-bande, donc où on précise les bornes de la bande fréquentielle qui nous intéresse pour pouvoir appliquer le filtre dessus. Et alors une fois de plus, on va avoir du coup le résultat de ce filtrage appliqué à chaque canal. Alors ici, ils sont affichés d'une autre manière que précédemment. Je ne sais pas trop pourquoi, mais une fois de plus, on retrouve chaque canal euh, avec du coup un graphe pour l'hémoglobine oxygénée et un graphe pour l'hémoglobine non oxygénée, comme on voit ici. Du coup, là, quand le graphe est interactif, il y a moyen d'afficher les données sous cette seconde forme qu'ils appelaient le mode butterfly, où en gros, sur la fenêtre de temps, il retire la contribution continue sur chaque canal et il les trace du coup les uns sur les autres. Et je trouvais que la visualisation était intéressante parce que quand on trace les données comme ça, en fait, on retrouve bien évidemment le cardiaque, et les canaux qui sont avec un couplage optique bien moins bon, on le voit assez nettement. Donc là, enfin, sur la partie haute, par exemple, donc la partie haute, c'est HBO et en bas HBR. Et sur la partie haute, les signaux qui sont moins collés aux autres, ça va être souvent ceux avec le scalp coupling index le plus faible. Ils sont un peu plus... je ne sais pas comment on qualifie ça, mais c'est un peu plus... On voit des crêtes de partout. Enfin, la variation du signal est moins souple, si je peux dire. Mais bon. Et voilà. Et du coup, dans le mode interactif, en théorie, on peut filtrer, un peu comme dans Homer 2, on peut sélectionner les canaux qu'on veut écarter. Voilà. Voilà, alors je suis désolé, je vous ai induit en erreur. Ici, en fait, on ne fait pas de filtrage encore, on fait une conversion. Ça m'apprendra à lire les commentaires, parce que j'ai quand même fait l'effort de dire ce qui se passait, mais je ne l'ai pas lu. Donc on fait pas un filtrage encore, on fait la conversion vers une concentration en hémoglobine. Donc c'est pour ça qu'on voit la concentration en hémoglobine oxygénée et non oxygénée, alors qu'avant on avait juste une densité optique. Donc ici, ce que je disais, on a la concentration en hémoglobine une fois de plus non filtrée. Donc on produit les graphes et c'est ici qu'on va s'occuper de filtrer ces données. Donc ce que je vous disais, c'est que c'est juste un filtre passe-bande. Et donc ici, dans un premier temps, on voit, donc ça c'est le graphe des données brutes. Donc on voit qu'ici, il y a un pic qui nous intéressera probablement pas. Et donc on souhaiterait retirer. Et ici, c'est la concentration en fonction de la fréquence une fois filtrée. Alors, on n'a pas réussi à déterminer pourquoi est-ce que ça faisait ces petites vaguelettes là. Voilà, donc ce sera peut-être à vous de déterminer pourquoi. C'est pas très important. C'est pas très largement en important. dessous de zéro, du coup, ça ne doit pas contribuer aussi. C'est la Sach- partie qui est écartée. Ouais. Sachant que si vraiment ça vous embête, il y a toujours moyen de refiltrer derrière et à ce moment-là, on voit qu'elles sont complètement supprimées. Voilà, donc on ne sait pas trop pourquoi ça fait ça. Il doit y avoir une raison dans les outils mathématiques qui sont utilisés derrière, mais on vous laissera être juge de cela. Et enfin, donc, la partie qui va nous intéresser probablement le plus, ça va en fait être d'afficher ce qu'ils appellent les époques. Alors, je ne sais pas quelle est la terminologie que vous utilisiez, vous, dans vos expés, mais en fait, un époque, c'est une itération des thèses qui sont effectuées. Et du coup,
Ça retranscrit les variations de concentration en hémoglobine au cours d'un événement. Donc, il y a un événement qui est répété plusieurs fois au cours d'une expérience. Donc, nous, dans le cas des données parachutes, par exemple, il y avait un événement qui était, enfin, une tâche qui était de marcher. Et ben, du coup, chaque répétition de cette tâche au cours de l'expérience sera dénommée époque dans le cadre de l'utilisation de cette librairie. C'est le morceau temporel, enfin les 35 secondes qu'on gardera autour de cet événement qu'on appellera époque. On appellera époque. Donc, ce qui se passe, c'est que donc on détermine un critère de rejet. En fait, alors pour l'instant, nous, on a annulé ce critère parce qu'on n'était pas sûr de savoir comment l'utiliser et à partir de quelle valeur est-ce qu'on devait rejeter les données. En fait, ce critère de rejet, il sert à rejeter les époques, du coup, au cours desquelles il y a une trop grande variation de concentration calculée d'hémoglobine. Donc, c'est une variation crête à crête. Et en l'occurrence, à partir d'une concentration, d'une différence trop importante, on peut supposer qu'il y a eu un problème au niveau de l'enregistrement des données et donc écarter cette époque-là pour pouvoir avoir des données un peu plus robustes. Donc ce critère-là, il est configurable. Nous, on ne l'a pas configuré parce qu'on n'avait pas les compétences ni les connaissances pour le déterminer. Mais si vous en avez besoin, sachez qu'il est là. Qu'il est là. Et voilà. Et enfin, donc je vais vous créer les graphes qui nous intéressent. Et enfin, on va pouvoir venir créer les graphiques. Voilà, on va mettre en plein écran. Tous les graphiques qui nous intéressent. Alors, on voit, il y a les couleurs. Donc, tout d'abord, alors ça, c'est les données d'exemple de la librairie MNE. Du coup, on a gardé les valeurs de rejet. Donc, on voit qu'eux, ils ont choisi de supprimer certains canaux en fonction de ce critère de rejet, mais nous, on ne l'a pas configuré. Donc, voilà, si on le faisait avec nos données, et on le fera tout à l'heure, on verra qu'ici, il n'y aura aucun canal qui sera rejeté, puisque on n'a pas donné de critères de rejet. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les réponses de concentration en hémoglobine au cours de la tâche. Donc, ici, en fait, on a une représentation, entre guillemets, en vue de dessus de cette même courbe-ci. Donc, on voit de côté la représentation la plus classique. Et donc, effectivement, les bleus sur chaque ligne vont représenter les creux de cette même courbe-là. Et les parties en rouge vont représenter les collines, les montagnes, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, les bosses des relevés. Voilà, donc en haut, on aperçoit les époques individuellement, chacun des époques dans les données. Et en bas, c'est la moyenne de ces époques. Voilà, donc on voit la moyenne. Alors ici, on ne la voit pas beaucoup parce qu'en fait, c'est le graphe de conditions de contrôle. Donc c'est normal qu'il y ait assez peu de variations. Mais on le verra plus bas. Et en fait, il y a un trait noir, complètement noir, qui représente du coup la moyenne et une bande grise qui l'entoure, qui représente les valeurs extrêmes pour chaque époque. Donc ici, la condition de contrôle qui ne nous intéresse pas beaucoup, mais qui montre quand même que en cas de contrôle, il y a relativement peu de variations de concentration en hémoglobine. Et donc, ici, les variations de la concentration en hémoglobine dans le cadre d'une activité. Alors, dans le cadre de la librairie MNE, les données qui sont fournies à titre d'exemple sont des données qui ont été relevées dans le cadre d'une activité de tapping, donc taper les doigts de la main droite ou les doigts de la main gauche.
Alors Romain m'avait précisé que c'était une activité qui était assez connue dans le cadre de l'AFNIRS et qu'on avait de bons résultats de relevés par rapport à ça. Et force est de constater que les courbes qui sont produites sont plutôt lisses et plutôt jolies, je dirais, ce qui est assez rassurant. Donc ici, on voit l'évolution de la concentration en hémoglobine. Alors c'est moyenné sur tous les canaux et sur toutes les époques surtout. Et là, on voit la concentration l'évolution sur chaque canal. Donc on voit quand même qu'il y a une bosse ici qui est dessinée qui se retrouve à peu près, toujours dans la même zone temporelle. Et ici, un creux. Et de la même manière, alors c'est beaucoup moins marqué, mais de la même manière, les variations en hémoglobine non saturée. Donc on voit une très légère bosse au début et un très léger creux derrière. Donc je vous laisserai le soin d'interpréter ces données. Et voilà, donc il est possible de faire pour chaque activité au cours d'une expérience. Donc ici, l'expérience, en l'occurrence, il n'y avait que deux activités, donc une activité de contrôle et une activité de tapping. Et il est aussi possible d'afficher ces courbes sous la forme la plus classique de la réponse HRF. Donc on voit ici une très belle courbe, des très belles courbes. Alors une fois de plus, ces graphiques sont complètement configurables. Alors ici, j'ai fait le choix de donner une couleur à chaque activité et de donner les variations de concentration en hémoglobine oxygénée en trait plein et en non oxygéné en trait pointillé, mais c'est une fois de plus configurable comme on le verra juste après. Et voilà, donc une fois de plus, moi je ne suis pas expert en FNIRS, mais de ce que Romain m'avait expliqué, c'est plutôt ce genre de graphique qui va vous intéresser, ou en tout cas qui sera le plus intéressant. Et donc c'est possible de les tracer avec cette librairie. Et enfin, une petite cellule qui, une fois exécutée, vous permettra d'avoir un retour de toute de toute la configuration qui a été utilisée pour le traitement de ce jeu de données. Donc on voit le nom du jeu de données qu'on va utiliser, les fenêtres d'impression des graphiques, quel graphique on va vouloir afficher ou non, parce que c'est aussi configurable. Et enfin, les événements qu'on va chercher, ce qu'on souhaite afficher. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, le critère de rejet. Donc ça, c'est le critère qui est proposé dans le tutoriel, on ne l'a pas modifié. Et enfin, la configuration du graphique HRF qu'on voit juste au-dessus, là, donc, qui permet de contrôler la couleur et le style de ligne qu'on va vouloir créer. Voilà, donc ça c'est pour le traitement d'un seul jeu de données. Comme vous vous en doutez, il est possible de faire le traitement de plusieurs jeux de données à la fois. Alors évidemment, ils ne vont pas être traités en parallèle, ils vont être traités les uns après les autres. Mais on peut automatiser ce traitement en donnant des configurations générales à appliquer sur tout le groupe et à la fin avoir une réponse avoir ce même type de graphique, mais moyenné au sein d'un groupe, d'une population. Donc pour cela, on a utilisé des données du projet Parachute, donc, qui a été mené par Isabelle et Maude. Et Laurence, pardon. Et du coup, donc, on a créé un autre script qui est très semblable à celui qu'on avait créé avant. Un autre script qui va en fait faire le même genre de traitement, mais qui va le faire pour tous les jeux de données qu'on aura précisés. Et une fois tous ces traitements effectués, pouvoir moyenner au sein du groupe pour avoir une réponse moyenne.
pour celui-ci. Donc, puisque les étapes sont quasiment les mêmes, je ne vais pas vous repasser. Enfin, les étapes de traitement sont les mêmes, donc je ne vais pas repasser dessus. Je reviendrai juste sur certaines parties qui ont plus trait au traitement du groupe en tant que tel, plutôt que du traitement de chaque jeu de données individuellement. Donc voilà, donc une fois de plus, il est possible de faire toute l'exécution automatiquement. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et on verra une fois qu'il est configuré qu'il va nous produire quelques graphiques. Alors ici, on voit, ici, on voit un graphique que on n'avait pas tout à l'heure. Alors ça fait partie des petits outils qu'on a développés avec Romain pour avoir une vue d'ensemble un peu de la qualité des jeux de données, en se basant une fois de plus sur l'indice de couplage des canaux. En fait, on a mis juste créé un petit outil qui permet d'avoir une vision graphique de la qualité des données au sein de chacun des jeux de données qu'on va traiter dans le groupe. Donc là, en l'occurrence, pour accélérer un peu la démonstration, on a fait un groupe où il n'y a que 2 jeux de données, mais il est possible de faire des traitements sur un groupe de données, une quantité de données à peu près illimitée. En l'occurrence, on avait essayé de le faire dans le cadre du projet Parachute pour tous les membres du groupe 3. Donc, le groupe 3, c'était les personnes âgées qui étaient patientes, donc atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et donc on voit ici, donc ça prend un peu de temps, donc ce n'est pas une photo en direct, mais on voit ici du coup un graphe général qui permet de montrer la qualité des données. Donc une fois de plus, en montrant quels canaux sont mauvais, donc seront rejetés au cours du traitement, quels canaux sont du coup de qualité limite au niveau de l'acceptation et ceux qu'on considère être de très bonne qualité. Sachant que du coup, comme tout à l'heure, pour les canaux qu'on juge de mauvaise qualité, on se base une fois de plus sur le même papier, donc avec un indice inférieur à 0,75. Par contre, pour l'indice supérieur à 0,9, ça c'est plus une valeur arbitraire qu'on a choisie, qui n'a pour l'instant pas de valeur scientifique, mais vu qu'il nous paraissait pertinent de séparer les canaux qui sont juste bons des canaux qui sont très bons, on s'est dit que c'était une valeur plutôt intéressante à voir, et ça permettait une fois de plus de vous montrer ce qu'on pouvait faire, parce que théoriquement on pourrait encore subdiviser cette partie entre 0,75 et 1 en un nombre arbitraire de segments de couleurs différentes. Et voilà. Du coup, l'intérêt de ce graphe, c'était de pouvoir identifier rapidement soit un jeu de données qui est de moins bonne qualité que les autres, et dans ce cas-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on veut investir beaucoup de temps pour rattraper ça via divers filtres, ou ça pouvait être aussi de voir que, on peut imaginer que certains canaux soient régulièrement moins bons que les autres, parce que la pression des optodes sur le crâne est différente selon l'endroit. Et ça, l'air de rien, ça peut avoir un intérêt d'en être conscient, surtout si on est amené à faire des comparaisons entre différents canaux. Si jamais il y a un de ces canaux qui est bien moins bon systématiquement, ça pourrait introduire un biais. Donc voilà. Ouais, là, par exemple, on voit que le canal 14 est plus fréquemment de mauvaise qualité que les autres. Le canal 18, par contre, a l'air d'être tout le temps très bien. Donc on ne sait pas auquel il correspond, mais... Et le participant tout en haut semble globalement un peu moins bon que... ça a l'air d'être un peu plus bruité. Le couplage avec le crâne est moins bon que la moyenne. Voici donc pour ce petit outil. Donc une fois de plus, alors c'est pareil, on n'a pas affiché toutes les graphes parce que c'était pas nécessairement pertinent vu qu'on les avait déjà vus avant. Mais donc au cours on fait le traitement qu'on a vu précédemment.
Et donc, on peut voir qu'on va tracer la figure HRF pour chacun des jeux de données. Donc, ici, c'est pour le premier. Alors, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc le critère de rejet que nous, on a choisi de complètement annuler parce qu'on n'avait pas d'informations dessus. Donc, c'est normal qu'ici, on ait un graphe qui soit vide. Mais du coup, est-ce que tu peux remonter ? Du coup, ce graphe-là qu'on a vu qui était vide correspond à ce graphe-là, qui ici, on voit qu'il y a des canaux qui ont été rejetés parce que, c'est ce que je vous disais, il y avait une trop grande amplitude calculée de concentration en hémoglobine qui, du coup, était, en tout cas pour les personnes qui maintiennent le projet, synonyme de mauvaise qualité du canal et de problèmes d'enregistrement. Donc, on a affiché la réponse HRF pour chacun des jeux de données. Donc ici, on a la réponse pour le premier jeu de données, donc qui correspond au patient numéro 313 du 9 juillet 2019. Et ici, le deuxième, la réponse HRF du deuxième patient, qui correspond du coup au patient numéro 315 du 4 septembre 2019. Et enfin, le même type de réponse que ce qui nous intéressait, ce qui pouvait nous intéresser tout à l'heure. Donc ici, en fait, est la moyenne par canal, la moyenne sur les participants des réponses hémodynamiques. Excusez-moi. Donc voilà, donc ce sera la réponse hémodynamique pour chacune des activités. Alors, on n'a pas encore trouvé comment, mais ce sera possible de rajouter un titre assez, assez grave, parce que pour l'instant, ils ont tous le même nom et on ne sait pas forcément à quoi ils correspondent. Mais du coup, en fait, ils sont créés dans l'ordre d'apparition des activités. Donc, ce premier graphe correspond à l'activité de marche. Ce deuxième graphe correspond à l'activité de soustraction. Et ce troisième graphe correspond à l'activité, la double tâche. La double tâche qui consistait à ajouter 1 à chaque, à marcher et à ajouter 1 à un nombre arbitrairement défini. Voici. Et du coup, la réponse HRF moyennée au sein de la population sélectionnée. Sachant que là, il n'y a que 2 jeux de données, donc il y a 10 répétitions. Donc voilà, donc c'est normal, une fois de plus, qu'il y ait des grosses variations et un peu des bruits parasites. Mais comme on l'a fait tout à l'heure, c'est possible de faire ces calculs sur une quantité arbitraire de jeux de données. Et donc ici, par exemple, une fois de plus, on les avait fait en amont, mais c'est la réponse HRF moyennée sur l'ensemble des patients du groupe 300. Donc on voit, alors il y a encore quelques parasites qu'on n'a pas réussi à supprimer avec Romain. On ne sait pas trop à quoi ils sont dus. Probablement soit un rythme cardiaque qui n'a pas été supprimé ou quoi. Mais on a quand même certaines courbes qui sont plutôt jolies, plutôt lisses. Et mais oui, là, il n'y a pas beaucoup de filtrage, il n'y a pas il n'y a pas forcément énormément de données, donc ça ne me choque pas forcément qu'on ne voit pas forcément apparaître une belle réponse hémodynamique. Et en plus, on a pris un peu un canal, c'est pas forcément le canal où la réponse se passe. Donc voilà, c'était plus pour tracer le graphe et montrer le type de graphe qu'on pourra tracer, mais le fait qu'on n'ait pas une belle réponse hémodynamique à cet endroit-là, sur ce canal-là, c'est pas très important. Et donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une fois de plus, ces couleurs, le graphe est complètement configurable. Et donc tout à l'heure, j'avais fait le choix d'avoir une couleur par activité. Ici, j'ai fait le choix d'avoir une couleur par type de données qui nous intéressent. Alors je vous laisserai décider de quelle manière de présenter les choses est la plus pertinente.
Mais du coup, ici, on a la réponse hémodynamique, la réponse de concentration d'hémoglobine saturée en rouge et insaturée en vert. Donc, ce qui peut-être vous rassurera sur le caractère configurable des graphes que l'on produit. Et donc, une fois de plus, un rappel de toutes les configurations qui ont été utilisées, enfin, la configuration du traitement. Voilà. Alors, tout à l'heure, je précisais que les activités qu'on avait traitées, c'était donc la marche, la soustraction et la double tâche. Alors, ici, elle s'appelle DT1. C'est pas la double tâche où on ajoutait 1, mais il y avait également au sein de l'expérience une double tâche où on soustrayait 7, donc que nous avons appelé DT7, qu'on n'a pas choisi de traiter ici, une fois de plus pour vous montrer que c'est parfaitement configurable et que s'il y a une activité qu'on choisit de ne pas traiter, eh ben on peut ne pas la traiter. Du coup, ici, on rappelle bien que le critère de rejet a été annulé, donc le critère de rejet des époques. Et ici, une fois de plus, la configuration de l'affichage de la réponse standard. Voilà, donc ça c'est pour le traitement d'un groupe de données arbitrairement choisi. Alors nous, on a la manière dont on l'a fait, il y a deux possibilités. Alors là, ça n'existe plus. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est un traitement sur tout un groupe. Donc, alors c'est pareil, ça fait partie des outils qu'on a mis en place, mais on a trouvé un moyen de regrouper toutes les personnes d'un même groupe, en fait, en utilisant leur numéro, puisque les personnes d'un même groupe appartiennent à la même centaine, donc au niveau des numéros de passage. Et donc, il suffit en fait de filtrer les noms des jeux de données sur ce groupe et de prendre ceux qui font partie du groupe des 300 pour pouvoir faire le traitement de toutes les personnes concernées. Sachant que, alors on va peut-être pas le refaire ici, mais c'est également possible de donner une liste arbitraire de jeux de données en faisant simplement une liste des numéros de patients et des numéros de passage, puisque certains patients sont passés plusieurs fois. Donc, pour donner une liste arbitraire et formelle des jeux de données qu'on souhaite traiter, il suffira en fait de donner la liste des jeux de données sous la forme numéro de patient et numéro de passage. Donc voilà pour le traitement d'un groupe. Et puisqu'on peut traiter plusieurs jeux de données, en fait, on s'est dit avec Romain une fois de plus que ça pouvait être intéressant d'utiliser cette possibilité pour faire du traitement des jeux de données qui ont été scindés. Alors puisque dans certains cas, je pense que vous le savez, en fait, il y a des problèmes dans la manipulation. Et donc, il y a certains jeux de données qui sont coupés en deux. Donc, comme on peut le voir ici, est-ce que je peux zoomer? Non. Comme on peut le voir ici, par exemple, voilà le passage de la personne numéro 212. Son passage numéro 1, il a été coupé en deux. Donc, c'est pour ça qu'il y a un underscore 1 ici et underscore 2 ici. Donc, ça correspond à le même passage d'expérience, mais qui a du coup été coupé en deux. Donc, il y a eu deux enregistrements différents. Mais du coup, puisqu'on peut faire le traitement de plusieurs jeux de données, eh bien, on peut faire également le traitement de jeux de données qui sont en plusieurs parties, puisque d'un point de vue d'un point de vue formel, en fait, c'est juste deux jeux de données différents, quoi. Il se trouve qu'ils correspondent à la même expérience, à la même personne, du même jour, de la même après-midi ou de la même matinée, mais c'est quand même deux jeux de données différents. Et du coup, le traitement sera à peu près le même. Donc une fois de plus, je vais tout importer d'un coup pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà, donc on retrouve une fois de plus le graphe donc, des indices de couplage.
Et bien évidemment, les aléas du direct, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Et ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Donc c'est les aléas du direct, effectivement, j'ai... c'est pas grave, on va supprimer ça et supprimer ça. Et ça devrait marcher. Et on recommence. Donc voilà, une fois de plus, il va réimporter, refaire le traitement des données. Voilà. Donc ici, en fait, sur ce jeu de données-là, alors la première expérience, elle comportait elle comportait que certains événements. Donc comme on voit ici, en fait, elle comportait que l'événement de soustraction, la double tâche où on soustrayait 7 et la double tâche où on ajoutait 1, et pas l'activité de marche. Donc, parce que ça dépendait de l'ordre de tirage. On suppose que du coup, la personne avait commencé par soustraire, puis la double tâche 7, la double tâche 1, et que pour une raison diverse, l'expérience avait dû être, l'enregistrement avait été coupé. Donc on n'a que 3 activités sur le premier enregistrement, qui sont du coup, alors ici, on affiche que la soustraction et la double tâche 1, pour que ce soit un peu plus clair aussi. Donc l'affichage des données pour le premier jeu de données. Et donc dans le deuxième jeu de données, qui comporte que l'activité de marche, et bien du coup on va pouvoir également tracer la réponse HRF, on peut avoir un deuxième graphe, et comme dans le cas d'un groupe, avoir du coup les réponses moyennes. Alors là, elles ne seront pas moyennées évidemment, puisque il n'y a qu'un seul jeu de données pour chaque activité, donc il n'y a pas de moyenne. Mais on pourra quand même créer la réponse HRF commune aux deux, donc qui superpose les activités des deux jeux de données. Donc on voit bien qu'on a à la fois la soustraction et la double tâche 1 qui faisait partie du premier jeu de données, et également l'activité de marche qui faisait partie du deuxième, et qui du coup permet d'avoir une figure globale pour toute l'expérience, même si celle-ci avait été coupée en deux. Et donc encore une fois, la configuration du traitement des données. Et voilà, donc c'est donc là-dessus qu'on est arrivé avec Romain. Donc pour le traitement, voir ce qui était possible de faire dans le cadre du traitement des données FNIRS, sachant que, comme on vous le disait, notamment alors bon, déjà les figures sont pas très belles parce qu'on n'a pas énormément de données pour chaque activité, vu qu'on n'a que 5 répétitions pour chacune. Donc forcément, si on compte sur le Moyen-Âge pour supprimer les bruits parasites, forcément ça ne marche pas très bien. Et sachant qu'en plus, comme on vous le disait, les possibilités de traitement qui sont actuellement offertes par la librairie se résument dans le cadre de la FNIRS à un filtrage passe-bande, comme on voit ici, où on définit juste la borne inférieure, la borne supérieure et la bande passante. Donc c'est-à-dire la pente de filtrage, donc à quel point est-ce que ce filtrage va être brutal ou non. Mais voilà, il n'y a pas d'autres fonctionnalités qui sont actuellement disponibles dans le cadre de la FNIRS, mais comme on vous le disait tout à l'heure, le gros avantage d'utiliser cette librairie, c'est que si vous disposez d'une méthode pour traiter et filtrer et nettoyer ces données, et vous pourrez l'implémenter vous-même pour le traitement de vos données personnelles, mais également peut-être le proposer
aux personnes qui maintiennent la librairie, qui s'en occupent, pour la rendre disponible auprès de la communauté scientifique et qu'elle soit utilisée par d'autres personnes que vous très facilement. Et on peut en importer d'autres modules Python aussi. Voilà. Python. Après, je pense qu'il y en a un peu plus que celles qu'on a testées quand même, mais après, on n'a pas voulu passer trop de temps sur la découverte de toutes les méthodes, enfin, les quelques méthodes de filtrage qui existent. Il me semble qu'il y en a une sur les wavelets. Mais... Voilà. Et voilà. Et donc, comme je vous disais, pour le traitement de plusieurs jeux de données, en fait, on s'est dit qu'il était important que les noms des jeux de données soient codifiés. Alors, dans le cadre du parachute, ça avait été fait par Isabelle, qui était du coup repassée sur tous les dossiers des jeux de données pour leur donner ce format-là. Parce qu'on rappelle qu'au départ, les dossiers qui sont produits par Nearstar, ils auraient plutôt ce format-là, donc c'est-à-dire qu'il y a une date et en dessous il y a un autre dossier avec le numéro d'enregistrement qui est exporté pour chacune de ces dates. Et donc on perd les informations qui nous intéressent ici, par exemple le numéro du passage, son âge et son numéro de patient, pardon, son âge et son numéro de passage. Et donc, puisque ici, dans le cadre du projet Parachute, vous le voyez, il y a plus d'une centaine il y a plus de 100 dossiers. Alors, c'est les données dont on dispose, mais je crois qu'au départ, il y en a plus de 150, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, même une centaine, c'est beaucoup. Repasser à la main, donc c'est d'une part rébarbatif et d'autre part très sujet à des erreurs parce que faire la même tâche pendant 2 heures, et on va forcément faire des erreurs sans s'en rendre compte de coquilles ou d'âge qui ne va pas être bien fait comme il faut, d'une part, et d'autre part, pas forcément avoir une méthode reproductible justement de déplacement, de copie et de renommage de ces données, donc ce qui peut poser problème. Donc, par exemple, nous, on a eu un léger souci qui a été corrigé, mais si on voit celui-là, par exemple, ce jeu de données-là, il ne comporte pas l'âge du patient. Donc, c'est une donnée qui a été perdue et qui n'est pas disponible dans le jeu de données. Donc, il va falloir aller retrouver là où ça a été écrit, si ça a été écrit. Et voilà, donc c'est probablement une erreur, une faute de frappe ou une coquille ou quelque chose comme ça. Et donc, avec Romain, on a mis en place une petite suite d'utilitaires qui permettent d'automatiser ces modifications. Donc, on a plusieurs petits scripts qui font différentes choses. Alors, le premier script qu'on avait développé, c'était celui-là qui permettait en fait de retrouver quelles modifications avaient été faites. Donc, puisque nous, ce qu'on voulait, c'est avoir la liste de toutes les modifications qui avaient été faites dans le cadre données dans le cadre du projet Parachute. Du coup, on était repassé sur tous les jeux. Enfin, on avait créé un script, donc un programme qui repassait sur tous les jeux de données modifiés par Isabelle, qui les lisait et qui les comparait aux jeux de données bruts qui nous avaient été également fournis et qui du coup était capable de retrouver quelles modifications avaient été faites et de les mettre dans un fichier. Donc ce fichier, c'est celui-là. Et alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup c'est un fichier qui regroupe toutes les modifications qui avaient été faites au sein des fichiers HDR et des fichiers event, donc qui concernent notamment la suppression et l'ajout de triggers, parce que au début de l'expérience, les triggers étaient réalisés à la main et du coup il y avait quelques ratés. Et donc on voit ici que par exemple pour le patient numéro 215 du 6 avril 2018,
et ben, il y a 2 triggers qui avaient été supprimés après coup. Et donc, pour ces données de temps, ci. Et de la même manière, dans certains cas, il y avait des triggers qui avaient été rajoutés. Donc ça, c'est le premier fichier qui est créé dans le cadre de ce script. Il y en a un deuxième qui nous intéresse également, qui est le fichier de renommage, en fait, qui nous donne du coup la correspondance entre les jeux de données donc bruts, c'est-à-dire sous la forme donc, qui est donnée par le logiciel Nearstar. Donc, si on y arrive, c'est pas ça. Où c'est? Là. Si on y arrive, donc sous la forme date, avec dedans des dossiers qui correspondent à la date et le numéro d'enregistrement. Donc, c'est-à-dire ce dossier-là. Et qui récupère également du coup le numéro de patient, son âge, le numéro de passage et le numéro d'essai. Donc, dans le cas où il y avait 2 essais, ici on voit bien qu'il y a un 1 et un 2. Et qui du coup va permettre d'automatiser le renommage des dossiers. En fait, la copie de ces dossiers, puisque on pense que garder les données brutes, c'est quelque chose d'indispensable. Et donc, c'est ce fichier qui va être exploité par un autre utilitaire qui va permettre de copier les dossiers qui nous intéressent au bon endroit et avec le bon format de nom. Et donc, ce script-là, qui s'appelle cleanup, qui est juste ici, c'est ce qu'il va faire. En fait, il récupère du coup le dossier source. Donc ici, ce sera le dossier de données brutes et qui récupère le dossier destination. Donc, il n'y a pas besoin d'exister. Il faut juste lui dire là où est-ce qu'on veut enregistrer les données et qui du coup va s'occuper de copier les dossiers, les données brutes au bon endroit dans l'arborescence avec le bon format de nom. Sachant qu'une fois de plus, ce format de nom est configurable et que vous pouvez adopter la convention que vous voulez. Si par exemple vous vous dites que l'âge ne vous sert à rien, et bien vous pouvez parfaitement supprimer l'âge du nom des dossiers. Et voilà, donc ce script-là, il va prendre il va utiliser les 2 fichiers qui ont été créés par le premier, donc le script de renommage et le script de nettoyage des données, donc suppression et ajout des triggers qui nous intéressent, et qui va permettre du coup de faire ces tâches de modification, de nettoyage et de renommage de manière automatique, ce qui du coup permet d'avoir une trace de ce qui est effectué sur les données et de ne pas avoir besoin de le faire à la main en fait, puisque il suffit de savoir quelle données, quel trigger vous souhaitez supprimer ou ajouter et d'écrire une ligne sous ce format-là. Donc si vous voulez supprimer, ce sera un S. Donner le nom du jeu de données que vous souhaitez modifier et les informations dont on a besoin, c'est-à-dire le temps et le numéro de tâche. Et derrière, c'est le script qui va s'occuper de jouer ces modifications, ce qui du coup vous fera gagner un temps considérable, je pense, et sera également moins sujet à des erreurs, puisqu'on fait de la copie, en fait, toutes ces erreurs ne sont pas graves, puisqu'elles ne modifient pas les données de base. En fait, on peut les rejouer une infinité de fois. Il suffit de supprimer, si on sait qu'il y a une erreur dans un jeu de données, il suffit de le supprimer, de relancer le script, et du coup, le jeu de données va être recopié, et les nouvelles modifications vont pouvoir être jouées, et donc, il n'y aura pas de problème. Ces fichiers pourront être versionnés. Oui, une fois de plus, ces fichiers pourront être versionnés, puisque nous, c'est ce qu'on a fait avec Romain. On a tout un historique de ces fichiers-là. Donc, si vous avez besoin, une fois de plus, de créer vos nouveaux fichiers, de les modifier, ce genre de choses, et vous pourrez le faire et revenir en arrière si besoin. Et enfin, il y a
Alors, Attends, je dois dire avant de oui, passer à la suite. Du coup, non? oui, sur Ok. les clean-up, enfin, Oui. du coup, tous ces scripts, en fait, l'idée, c'est de pouvoir aboutir à un stade où, du coup, le dossier de données brut, on le copie dans le dossier Nearstar, enfin, où il sera copié par un script, mais du coup, on n'est jamais amené à le modifier manuellement, lui. Et du coup, on a toujours cette copie qui est brute et qui est dans l'état en fin d'acquisition. Et comme ça, après, derrière, on travaille sur des copies de ce dossier, des copies qui ont éventuellement été modifiées, donc soit pour modifier les triggers, soit pour renommer tout ça. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, on peut toujours supprimer nos données modifiées et repartir des données brutes si on a un nouveau trigger à supprimer, si on se rend compte qu'on en a supprimé un qu'en fait on ne voulait pas supprimer. C'est toujours Et, possible de revenir en arrière facilement, quoi. et un des bénéfices, c'est qu'Homer 2 avait la mauvaise tendance, dès qu'on ouvrait un jeu de données, à mettre des choses dedans, à rajouter des fichiers dedans, même sans modification, juste en lecture. Du moment où on lisait un jeu de données, il ajoutait un certain nombre de fichiers texte, un certain nombre de choses. Et ça, du coup, c'était pas un comportement très souhaité, quoi. Du coup, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il s'est contenté de créer des nouveaux fichiers ou est-ce qu'il a éventuellement modifié des choses? Donc bon, du coup, ça faisait un moment que je voulais faire ça. David l'a fait et c'est cool. Donc comme ça, il n'y aura plus besoin de modifier les données à la main. Il y aura toujours des choses à faire à la main qui seront ces listes. Parce que là, aujourd'hui, il les a générées avec un script en analysant les deux jeux de données, à la fois les données qui avaient été renommées à la main et les données brutes. Et du coup, demain, l'idée, c'est que sur la partie sur ce fichier-là, rename, en gros, on applique la convention de nommage appliquée dans le projet. Du coup, il y a le dataset tel que brut et les événements que vous souhaitez. Et éventuellement, s'il y a des triggers à modifier, du coup, c'est dans un autre fichier. Et ces deux fichiers-là sont versionnés. Et c'est sur ces fichiers-là, à chaque fois que les éventuelles modifications sont faites. Voilà. Et sachant également que dans la mesure où c'est automatique, ça permet aussi de mettre en place une sauvegarde en fait des données, puisque si vous puisqu'il est possible de déterminer en fait l'endroit où vous souhaitez que les données atterrissent. En fait, on pourrait très simplement déclarer un dossier sur un ou des serveurs du Lesco et qui du coup, ce script pourrait les copier directement sur ce serveur en plus de les copier là où vous souhaitez vous les utiliser vous. Il pourrait les copier directement sur ces serveurs pour avoir du coup une trace de ces données brutes et ne pas avoir besoin d'aller chercher la bonne personne, surtout si elle est partie, pour pouvoir réutiliser des données d'il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans, pour une raison X ou Y, si c'est possible de revaloriser ces données. Donc, ça permettra justement de les revaloriser sans forcément avoir besoin que la personne qui a conduit l'expérience retrouve la clé USB au fin fond d'un tiroir sur lequel il y a le seul jeu de données brutes. Au moins, on peut savoir où est-ce qu'elles sont toutes et de la même manière, avoir un suivi de l'évolution de celle-ci en supposant par exemple qu'on inclut les fichiers, ces fichiers-là de modification. Donc une fois de plus, pour automatiser, réduire les erreurs et en même temps avoir une trace de ce qui est fait et pouvoir le reproduire. Il y a également un tout petit script parce qu'on a eu alors je ne sais pas si c'est un problème avec Isabelle et Maud ou si c'était juste pour nous, mais il y a eu certaines fois en fait où il y avait deux jeux de données différents qui avaient exactement le même nom, puisque donc c'était par exemple dans ce cas-là. Alors on suppose que c'est parce qu'il y avait eu des exports faits sous Nearstar à différents moments de la journée et qu'en fait la première fois les données avaient été déplacées, donc elles n'existaient plus. Et du coup, Nearstar s'est dit la deuxième fois que c'était de nouveau le premier jeu de données qui traitait de la journée et du coup l'a remis sous le même nom alors qu'en fait ce n'était pas
le même jeu de données puisque le premier avait été déplacé. Mais voilà, du coup, de manière automatique, ça peut être difficile de savoir lequel a été a été exporté en premier ou non. Et donc, de la même manière, on a un petit script qui permet d'aller récupérer euh, les informations d'export. Alors, ça va être là-dedans. Histoire de renommer automatiquement tous les fichiers avec un indice différent. C'est pas là-dedans. Mais voilà, de permettre d'automatiser le renommage, la réindexation, en fait. Dans le cas où on avait plusieurs jeux de données qui avaient le même nom, et ben, lui va pouvoir les discerner si vous savez lesquels ont été traités en premier. Et ben, lui, il pourra faire la différence. Voilà. Et enfin, il y a un script, donc je laisserai Romain en parler, qui permet d'avoir, c'était un truc de vue d'ensemble. Ça, c'était juste vu que les datasets, c'était une manière de contrôler qu'on avait bien les fichiers au bon endroit dans l'ensemble du dataset, de voir si tous les fichiers avaient bien tous les triggers. Voilà. Donc je ne sais pas si je l'ai encore. Mais bon, c'est pas. C'est quelques scripts de vérification sur l'ensemble de datasets et ça nous sort ça sous un petit fichier CSV. Et ça permet de se rendre plus facilement compte s'il manque un fichier quelque part dans le cas où les données ont été un petit peu modifiées. Mais bon, mais voilà, donc c'est plus des utilitaires qui pourront avoir leur intérêt occasionnellement. Enfin. Donc ça ressemble à ça. Donc il permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous les jeux de données, d'avoir la récupération du numéro de sujet, donc pour voir les problèmes qu'il peut y avoir également. Donc on voit ici qu'il n'y a pas de numéro de passage, de numéro de sujet, ou alors qu'il y a des triggers en trop. Sachant que ça, c'est c'est pas les jeux de données actuels, c'est un jeu de données qui avait des problèmes, donc c'est pour ça qu'on voit du rouge à certains endroits. Non, en l'occurrence, le script, avec ce résultat, à l'époque, le script avait aussi quelques problèmes. Donc... Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire. De la même manière, de pouvoir voir quels jeux de données ont été saturés ou non. Donc on voit ici ici il y a eu alors je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais en tout cas qu'il y a eu saturation des optodes et pas ici, par exemple. Et également d'avoir une idée des fichiers qui traînent. Par exemple, il y a eu un changement des dossiers de probe info au cours de l'expérience. Et donc on voit ici qu'il y a certains dossiers qui en ont deux, ce qui peut poser problème dans le cadre du traitement de données, puisqu'on a vu qu'on a besoin de cette représentation de la position des optodes sur le crâne. Si on a deux, la question se pose de savoir lequel utiliser. Et voilà, donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a de la santé des jeux de données. Ce qui peut-être même probablement vous aidera dans la conduite de votre expérience, puisque ça vous évitera d'aller farfouiller à l'intérieur des quelques 144 jeux de données de l'expérience. Et je pense que c'était tout. Ouais. Ouais. Tu avais des slides à la fin ou... Oui. Voilà. Alors, donc, pour ce qui est de la démonstration, ce qui est possible de faire, nous sommes arrivés au bout. Maintenant, on voulait vous parler aussi de l'intérêt de ce genre donc l'intérêt du dépôt, comment on pourrait le valoriser. Déjà, donc comme on l'a dit, l'un des avantages à utiliser MNE pour l'instant, c'est que on s'affranchit du besoin d'acheter des toolbox et des licences auprès de MATLAB, ce qui représente un coût quand même non négligeable, je pense, du fait de sa gratuité. Mais d'autre part, utiliser un tel projet, en fait, ça montre aussi l'engagement du laboratoire, des chercheurs et des chercheuses dans la communauté du logiciel libre, dans la communauté open source, à travers la citation dans les papiers ou l'amélioration même du code. En fait, que le laboratoire, l'université Gustave Eiffel apporte sa pierre
à l'édifice du projet, en fait, de pouvoir un peu, alors, sans forcément guider, mais du coup, pouvoir développer ses propres outils et les mettre à disposition d'autres laboratoires et de pouvoir échanger avec les personnes chercheurs, chercheuses concernées pour peut-être améliorer également le, le traitement des données et donc favoriser eh bien, l'entraide au sein de la communauté scientifique. Euh, et évidemment, même en dehors de l'aspect financier, en fait, à acquérir une certaine indépendance euh, euh, vis-à-vis des organisations, qu'elles soient à but lucratif ou non, mais acquérir son indépendance dans le traitement des données, les outils qu'on utilise pour développer ses propres, que le laboratoire puisse, enfin, ait l'opportunité de développer ses propres outils et pas uniquement utiliser les outils disponibles et donc dépendre du bon vouloir des programmeurs, programmeuses concernés. Et donc, ce dépôt-là a vocation à rester et à être peut-être amélioré. Mais en tout cas, il a vocation à être une vitrine du projet MNE concernant la FNIRS. Alors, évidemment, en ce qui concerne l'université Gustave Eiffel. Donc, s'il est possible de montrer ça, je ne sais pas, vous avez des partenariats peut-être avec des hôpitaux ou ce genre de choses. Donc, montrer ce qu'il est possible de faire. Et du coup, utiliser ce dépôt pour montrer en direct en fait ce qu'il est possible de faire avec cette suite logicielle. Alors ça, c'est pas pour maintenant, c'est Non, c'est en théorie. dans l'optique où on utiliserait MNE sur le long terme, le fait que ce soit sur GitHub, le fait que ça facilite les échanges, ça facilite voilà, mais c'est pas à l'instant T maintenant, hein. Bon, puisque comme vous avez pu le voir, c'est quand même un module qui est très récent et du coup qui en reste à ses balbutiements, même si c'est des balbutiements qui sont déjà très prometteurs. On est quand même, de ce qu'on en a vu, relativement loin des capacités de calcul et de traitement offertes par Homer. Mais voilà, ça peut rester dans un coin de votre tête pour une utilisation ultérieure. En tout cas, ça restera probablement dans celle de Romain et de la mienne, si jamais je suis amené à retravailler avec vous dans le futur. Et oui, notamment, donc si vous voulez voir ce qui est possible de faire avec la librairie MNE, donc vous aurez à disposition ces scripts et vous pourrez les utiliser sur vos données pour voir ce qui est possible de faire en l'état et même ultérieurement à un moment donné. Donc, il n'y a pas beaucoup de prérequis. Les seuls prérequis, en fait, c'est au niveau de la structure de l'organisation de vos données, donc la structure de votre projet et la convention de nommage de vos jeux de données. Donc, la seule chose qu'on demande, c'est que dans votre projet, il y a un dossier data qui regroupe tous les dossiers de jeux de données. Donc, eux, ils ne seront pas modifiés, même si on va créer des fichiers à côté, parce qu'on a la possibilité d'enregistrer les figures, les graphes qu'on a créés tout à l'heure. Donc, une demande de structure du projet et également une demande de nommage des dossiers, sachant qu'elle peut être modifiée à loisir. Mais du coup, nous, puisqu'on travaillait sur les données du projet Parachute, on a utilisé la convention de nommage du projet pour nos jeux de données. Donc, qui n'est pas obligatoire pour faire du traitement simple, mais dans le cas où vous souhaitez travailler sur un groupe de personnes et que vous souhaitez travailler, par exemple, sur les groupes des personnes numéro 300, et ben, il faudra donc que les dossiers correspondants aient un nom sous cette forme-là pour que derrière, le programme puisse récupérer le numéro de patient qui l'intéresse pour faire sa sélection de jeux de données, sa sélection automatique. Donc voilà, ce sont les seules demandes que l'on vous fait. Et vous pourrez les utiliser sur vos données.
Et enfin, donc, Ça, on la slide que j'ai oublié de vous montrer, évidemment, c'est du coup un récapitulatif de tout ce qui est possible de faire avec alors Fnirs Data Cleanup, c'est le nom du dépôt Git des petits utilitaires de nettoyage des données qu'on avait. Et voilà, donc qui concerne le pré-traitement des données, récapitulatif, donc sauvegarde sur serveur, renommage des dossiers, modification automatique des triggers dans les fichiers, et également les vues d'ensemble qui sont offertes par les différents utilitaires. Et voilà, et également une slide de référence, donc si vous êtes intéressé par les différents outils qu'on vous a montrés, les adresses sont disponibles à la fin de la présentation. Du coup, en guise de conclusion, si je donnais un avis sur la comparaison entre MNE et Homer, déjà dans ce stage, le but n'était pas du tout d'analyser les données parachutes. Le but était surtout d'explorer les possibilités offertes par MNE et de découvrir un peu les fonctions. Donc il ne faut pas considérer que les graphes qu'on a montrés avaient un intérêt scientifique quelconque. C'était tester les fonctionnalités d'affichage. Donc voilà. Et du coup, après, au niveau de la comparaison des deux outils, MNE ou Homer 2, Homer 3, aujourd'hui, je pense que MNE sur sa partie FNIRS est vraiment au début. Sur la partie EEG-MEG, je pense que c'est une librairie reconnue. On la trouve pas mal dans les citations. Et du coup, donc sur la partie métier FNIRS, c'est encore le début. Par contre, sur la partie technique, enfin sur la partie informatique, si je puis dire, elle donne beaucoup de garanties de qualité de développement logiciel, de qualité de maintenance, sur la gestion de la communauté qui se crée autour. Donc, elle est vraiment très dynamique. Donc, je pense que ça va vite se développer sur la partie FNIRS. Là où, au contraire, sur Homer 2, je trouve que sur la partie métier, enfin que je ne connais pas forcément complètement, mais où ça me paraît beaucoup plus avancé, mais où sur la partie qualité du développement logiciel, c'est un peu plus... c'est un peu moins bon. Et du coup, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils sont passés de Homer 2 à Homer 3, parce que sur le passage d'Homer 2 à Homer 3, ils ont pas mal retravaillé l'architecture, donc peut-être que c'est en train de changer. Sur le passage d'Homer 2 à Homer 3, ils sont aussi passés sous GitHub, et je pense qu'ils ont l'intention d'essayer de commencer à fédérer une communauté de développeurs autour de Homer 2, enfin autour de Homer 3, là où jusqu'à maintenant, je pense que c'était surtout une communauté d'utilisateurs qu'ils avaient. Ils étaient ouverts aux contributions, mais à un seul endroit du code, sur la partie, sur les fonctionnalités de traitement, enfin les fonctions de traitement. Donc voilà, du coup, et bien sûr, le dernier élément qui aura pas manqué enfin, vous n'aurez pas manqué de voir entre les deux, c'est que MNE, jusqu'à présent, c'est surtout, c'est du script. Donc c'est une caisse à outils pour analyser les données FNIRS, mais il faut les manipuler. Alors j'ai vu qu'il y avait un module, qu'il y avait une librairie qui se mettait, enfin qu'on pouvait installer également et qui commençait à vouloir ajouter une couche d'interface graphique. Donc on n'a pas exploré ça tout à fait, mais ça paraissait assez naissant. Donc je pense que pour l'instant, même si une interface existe par-dessus MNE, elle ne sera pas du tout au niveau de Homer 2 ou 3. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut faire des analyses plus poussées, enfin, avec Homer 2, Homer 3. Mais MNE Python est à surveiller. Et puis, c'est pas impossible aussi que certaines choses qu'on fait déjà avec Homer 2, Homer 3, on puisse les trouver dans d'autres librairies Python et de combiner tout ça en même temps. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ça. Désolé pour le retard. Et un grand merci à David pour ce qu'il a pu faire pendant son stage. Et peut-être que vous avez, certaines d'entre vous ont des questions. Alors, on va peut-être pas avoir une séance de questions d'1 heure parce qu'il est déjà 16 heures et que ça fait 25 minutes qu'on a terminé. De rien, Christophe et Lucie. Ouais, donc ça fait une petite demi-heure qu'on devrait avoir terminé sur
l'objectif premier. Est-ce que certaines d'entre vous ont des questions vis-à-vis de MNE ou même de Python en général ou de Git ou des choses comme ça? Et ben, j'ai pas l'impression. Bon, ben, en tout cas, on reste à votre disposition si vous avez besoin de quelque chose. Euh, bon, moi, je serai pas là encore très longtemps puisque je termine demain. Mais, mais si. Petite question, la chaîne de traitement, je n'ai pas compris si c'était possible de l'importer depuis Homer. Non, je pense Non. pas. Je pense pas. Là, c'est pas. euh, Si on voulait appliquer la même chaîne de traitement que ce qui est fait dans Mer, il faudrait soit retrouver d'autres librairies Python qui proposent ce genre de traitement. Ça doit exister, hein, ça doit se trouver, mais dans ce cas-là, il va commencer à falloir agréger plusieurs choses et donc il y a pas mal de code. Euh, ou alors réaliser la fonction soi-même. Et d'importer les données traitées d'Homer pour les graphiques de MLE. Alors, ouais, peut-être. D'une manière ou d'une autre, on peut toujours plus ou moins, mais parce que sous Python, il y a très certainement un package existant pour lire des fichiers NIRS, qui sont des fichiers MATLAB. Du coup, une fois qu'on fait ça, on récupère les données dedans, et ensuite on pourrait les afficher. Mais disons qu'aujourd'hui, ce n'est pas prévu, et en voulant faire ça, ça voudrait dire de développer tous les scripts qui permettent de récupérer les données au format Homer et les mettre aux bons endroits dans la structure de données MNE. Donc, je ne sais pas s'il y aurait, ce serait potentiellement beaucoup, beaucoup de boulot pour que je ne sais pas si Surtout si ce serait c'est très pratique. surtout si c'est juste pour, enfin juste entre guillemets pour gérer l'aspect graphique en fait. Si l'idée c'est de faire tout le traitement de données sous Homer et d'utiliser juste la librairie MNE pour le côté graphique et l'affichage de graphes, c'est peut-être effectivement beaucoup de travail pour un intérêt limité, puisque même si je ne connais pas MNE, j'imagine qu'on peut déjà faire de l'affichage relativement poussé avec, voire même très poussé, je ne sais pas. Mais ouais, ça va surtout poser des problèmes de compatibilité, même s'il y a sûrement des librairies qui permettent de faire ça, c'est probablement pas parfait. Et donc ça nécessiterait sûrement du travail pour avoir quelque chose d'utilisable facilement, quoi. Je pense que ça prendrait presque moins de temps de développer la fonction de traitement équivalente dans MNE que de faire ça. En fait, après, les problèmes, c'est juste au niveau de la structuration des données. Homer fait des choix dans la manière dont il structure les données FNIRS. MNE en fait d'autres. Et du coup, pour faire parler les deux, il faut pouvoir les traduire de l'un vers l'autre en étant sûr que toutes les étapes précédentes ont bien généré tous les éléments que dont l'autre librairie va avoir besoin. Et ça peut être embêtant. Je pense que le plus simple, à mon avis, comparer les résultats des deux, je pense que ce sera intéressant le jour où on va pousser un peu plus loin les choses, de s'assurer que si dans Homer 2, on met juste un filtre fréquentiel équivalent, bah, on obtient bien les mêmes réponses hémodynamiques ou pas sur les mêmes canaux. Voilà, mais par contre, je pense que faire sortir les données d'un logiciel vers l'autre au milieu de l'étape de traitement, à mon avis, ça peut vite être compliqué. Enfin, vite demander beaucoup de développement. Voilà. Voilà, peut-être d'autres questions? Eh bien, de rien. Ok, ben on va. Bon, apéro. Ça, c'est une question qu'on apprécie. Voilà, et ben du coup, bah, comme je vous disais, on reste quand même disponible, bon, surtout Romain, si vous avez quoi que ce soit. Et puis, bah, merci de votre attention à toutes et à tous. On espère quand même que ça vous a plu et que
ça n'a pas été trop gênant de ne pas avoir une vraie belle présentation en direct avec projection. Et puis, eh ben, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Hélène, j'ai juste une toute petite dernière question. Oui. Est-ce que tout ce que tu as présenté aujourd'hui, il y a une doc ou pas pour si on veut se replonger sur des choses? Oui, alors il y a d'une part les slides que je vous ai présentés, donc qui font un récapitulatif très succinct. Oui. Elles seront disponibles. Et d'autre part, ce que je vous disais, le paquet qu'on a mis en place avec Romain, il est accessible sur Internet et il y a une petite doc dessus. Alors c'est pareil, il faut qu'on l'améliore. Mais vous voyez, il y a une présentation. Donc ça, c'est ce qu'on vous disait sur GitHub qui héberge le projet qu'on a fait avec Romain. Une petite présentation donc de l'objet du dépôt et des prérequis de l'utilisation. Et donc, il refait un petit topo sur ce dont je vous parlais, la structure du projet et la convention de nommage. Sachant que ça pourra être étoffé si jamais il y a besoin. Ce qu'on voit bien, c'est que dans le wiki Lesco, il y a un moment, il y a la porte d'entrée vers cette page-là. Oui. Mais On le mettra. suite à la présentation du temps, vous pouvez retrouver les infos à tel endroit et qu'on n'ait plus qu'à cliquer. Chose qu'on n'a pas mentionné aussi, mais la doc de MNE est extrêmement bien faite et extrêmement fournie en tutoriel pas à pas. Donc c'est ce qui est un vrai plus d'ailleurs par rapport à Homer, c'est la doc de Homer est beaucoup plus, est beaucoup plus légère et du coup on trouve des infos dans des webinaires ou tout ça, mais la doc papier de Homer est un peu moins bien fournie. Et donc là, par exemple, donc effectivement, vous ne l'avez pas montré, mais donc sur le site de la librairie, en fait, il y a un tutoriel pas à pas qui montre ce qui est possible de faire dans le cas de la FNIRS. Oui, notamment des images topographiques en 3D, alors on ne peut pas faire avec ePython Notebook, donc la solution qu'on vous a montré tout à l'heure, mais qui est possible de faire sur votre ordinateur. Pour avoir du coup une représentation 3D de l'emplacement des... Alors j'imagine que ce sont les sources et les détecteurs ici, ou l'inverse. Mais bref, l'emplacement des optotes sur le crâne. Et donc qui sera effectivement complètement, complètement déplaçable et orientable. Donc voilà, on montre ici donc, ce tutoriel pas à pas qui montre tout ce qu'il est possible de faire dans le cadre de la librairie MME, donc ce dont on vous parlait, l'indice de couplage, les différentes... et sachant que c'est disponible en téléchargement également. Nickel. Voilà. Merci beaucoup David et merci à tous. Du coup, je clôt l'enregistrement et à bientôt. Est-ce qu'il reste des gens ou... Non, non, il reste...